Salut à tous. On revient sur un week-end de foot très dense. Du 13 au 15 février, on a eu des victoires spectaculaires, des nuls frustrants et des signaux très clairs envoyés par les gros. Et on finira par un focus sur le FC Barcelone, même si le Barça n'a pas joué ce week-end. Bon, on va dire qu'il a joué à l'entrée du week-end et à la sortie du week-end. Et les deux fois se sont mal passées. On verra ça plus tard. On commence surtout en Ligue 1, du coup, avec Rennes, PSG. Un score final 3-1 pour les Rennois. Et ce n'est pas un match où ça tourne mal par hasard. Rennes vient avec une intensité énorme, met la pression de partout et fait très mal au moment clé. Le PSG a la possession, la qualité technique, mais il n'a jamais vraiment le confort habituel. Dès que Paris essaie de s'installer, Rennes coupe les lignes, ferme les espaces direct. Et dès qu'il y a une perte, bam, ça part en projection. Ils n'ont pas le temps, les Rennais. Les Rennois. J'ai dit les Rennois tout à l'heure. Les Rennais, pardon. Ce qui crée la différence, c'est cette pression émotionnelle. Rennes joue comme une équipe qui croit pouvoir vraiment gagner. Paris comme une équipe qui doit gérer une tension permanente. Au fil du match, cette tension devient de plus en plus visible. Ce 3-1, c'est un rappel brutal. Dans les gros RDV, dans les gros rendez-vous, si tu manques de solidité dans les transitions et de concentration dans les zones chaudes, tu peux te faire punir. Et tu te fais punir. Même avec un effectif supérieur. Et pour le PSG, c'est pas seulement 3 points perdus, c'est surtout une impression de fragilité qui monte. D'ailleurs, je pense que Lens a pris la tête de un point, il me semble, non? Ouais, je crois que c'est ça. On reste en France. Avec Marseille-Strasbourg. 2-2. Là, c'est un exemple parfait du match que tu dois gagner. Qu'il faut gagner. Si tu veux vraiment être dans le bon wagon pour l'Europe, pour l'année prochaine. Marseille marque 2 fois. Et à ce moment-là, tu te dis, voilà, c'est fait, tranquille, ça gère. Pas de coach, pas grave, ça gère. Mais là, bon, les vieux démons les rattrapent. Strasbourg s'accroche, revient et finit par égaliser. Ouah. Ce nul-là, il pique vraiment. S'il y a un nul qui doit faire mal, c'est bien celui-là. Parce qu'il raconte une histoire, et une histoire qu'on connaît trop bien. Surtout les Marseillais. De bonnes séquences, de l'envie, de la maîtrise par moments. Mais pas assez tueur, pas assez clinique. Il faut tuer. Il faut tuer le but. Et dans la course à l'Europe, ça, c'est des points que tu vas regretter en fin de saison. Là, c'est 2 points. Enfin, bref. Direction l'Angleterre maintenant. Liverpool-Brighton en FA Cup. Score 3-0. Et c'est exactement la victoire sérieuse du gros face au petit dans une coupe nationale à Marseille. Le tournant, c'est juste. Le tournant, il vient avant la pause. Jones qui marque, Curtis, 50. Et ça change tout ça. Dans un match à élimination directe, ouvrir le score à ce moment-là, juste avant la mi-temps, c'est un cadeau tactique énorme. Tu obliges l'autre à se découvrir, tu contrôles mieux la seconde mi-temps et tu choisis quand tu vas accélérer. Ensuite, Liverpool a fait le break. Par Soboslaininho. 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 Soboslai, Juninho, Soboslaininho. Et puis Salah qui tue le match sur penalty. On a cru entrevoir un peu le Salah de l'année passée. Mais bon, je me laisse pas avoir par la feuille de match. Moi, je sais que j'ai vu des contrôles qui ne devaient pas rater. Et des passes. Des contrôles qui ne devaient pas rater. J'ai vu des contrôles qui ne devaient pas rater. Et des passes surtout que... Ouais, des passes qui ne devaient pas rater non plus. Ok, il te la met en un temps pour Soboslai, dans le parfait temps. Ok. Mais j'ai envie de te dire que c'est le minimum qu'on doit espérer de lui. Enfin bref. Ce qui est fort, c'est pas seulement le 3-0, mais c'est la maîtrise quand même. Liverpool n'a jamais tremblé, a gardé le contrôle total et sort de là avec une qualification nette, propre, ouais, presque professionnelle. Victoire professionnelle, qualification professionnelle. Un grand club de première division, mesdames et messieurs. On reste en Angleterre aussi pour Arsenal-Wigan 4-0. Là, c'est une rencontre à sens unique. Arsenal démarre bien, puis au plancher, fait très vite la différence, puis gère, tranquille. Madueke qui ouvre le score, Martinelli qui double, un but contre son camp de Hunt.
Et Gabriel Jesus complète le 4-0. Ce type de match, c'est un type de match parfait. Tu fais le travail tôt, tu évites le stress, tu peux gérer les efforts, tu avances sans te mettre une pression inutile. Tranquille. Et ils ont géré ça. Passons à l'Italie maintenant, les gars. Et là, c'était du grand spectacle, hein. Inter Juve 3-2. Un vrai match de géant avec cette tension particulière où chaque action peut te faire basculer. Les buteurs pour l'Inter, Cambiasso, en but contre son camp à la 17e. Puis Esposito à la 76e. Ce dernier inscrit un but de la tête sur une passe d'aide en or de Federico Chiesa. Oh, le lapsus. Federico Di Marco. Je crois qu'il est à sa 7e, 6e, 7e passe d'aide en 5 ou 6 matchs, je sais pas. Et là, il est en feu, là. Et puis Zielinski frappe dans les temps additionnels, à la 90e, à la 90e, sur une passe de Bissek et fait exploser San Siro. Pour la Juve, Cambiasso égalise à la 26e sur une passe de McKennie et Locatelli égalise à nouveau à la 83e, toujours sur une passe de McKennie. Mais le moment clé qui change complètement le match, Kalulu prend un carton rouge à la 42e et tu sens que c'est un tournant parce que, bon, déjà, le deuxième jaune, voilà, pas trop sûr de l'idée de l'arbitre, mais bon. C'est comme Clément Turpin, je pense, semaine passée. Ouais. La faute sur Chevalier. Enfin bref. À partir de là, l'Inter a un nombre de plus. Et ça joue un rôle énorme. Hein. 11 contre 10. Voilà. 9 joueurs de champ contre 10. À la course au titre, ce genre de victoire te donne plus que 3 points. Ça donne de la confiance, une impression de solidité mentale. Mais l'impression quand même quand ça bouge, tu vois, ça tombe pas. Hein. L'Inter solide, vraiment très solide. En Espagne, place au Real Madrid dans la Casablanca. Real Madrid, Real Sociedad. Petite victoire des Madrilènes 4-1, clairement maîtrisée. Gonzalo Garcia ouvre le score à la 5e sur une passe décisive du Trent Alexander-Arnold. On a cru entrevoir, je pense que peut-être c'est son meilleur match de Trent sous les couleurs madrilènes, sous les couleurs du Real Madrid, il me semble. Ensuite Vinicius Junior, Vini, ensuite Vini, le meilleur ailier gauche du monde, transforme 2 pénaltys qu'il a provoqué lui-même. Ça, faut pas oublier de mentionner. Donc il a transformé ces 2 pénaltys à la 25e et à la 48e. Les 2 concédés par Aramburu qui a passé une très très mauvaise soirée. Il s'est fait mélanger par Vini tout le long de la soirée. C'était... Bon, j'aurais pas aimé être à sa place, comme personne d'autre. Enfin, peut-être pour quelques détails, hein, un ou deux. Mais bon. Et Federico Valverde ajoute le 3e à la 31e sur une passe de Carreras. La Real Sociedad marque une fois sur penalty converti par Oyarzabal à la 21e. El famoso Mikel Oyarzabal. Le Real a cette capacité que très peu d'équipes possèdent, celle de gagner en mode rouleau compresseur. La Sociedad peut avoir de bonnes phases, essayer de ressortir proprement. Mais si tu te fais aspirer, si tu perds un duel, si tu laisses une course dans ton dos, le Real te punit. Et surtout, le Real maîtrise le timing. Ils savent quand accélérer, quand étouffer, quand calmer. Ce contrôle-là, c'est ce qui transforme un match potentiellement serré en score large. Et maintenant, le bonus très 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 important, le chapitre FC Barcelona. Parce que Barcelone n'a pas joué ce week-end, certes, mais ils ont joué jeudi et ils ont joué lundi. Et je veux les inclure dedans, c'est tout. Parce que Barcelone n'a pas joué ce week-end, mais l'actualité a été brutale un peu. Jeudi 12 février, en Copa del Rey, Atlético Madrid, Barcelone 4-0. Mais attention, hein, c'est pas un 4-0 logique. 4 buts encaissés avant la pause, dans une demi-finale de Copa del Rey. Ça commence par un but contre son camp d'Eric Garcia. Bon, on a tous vu l'action, le ballon, comment il a rebondi. Bon. Voilà, on va pas débattre, on va pas épiloguer là-dessus éternellement. C'est un CSC d'Eric Garcia. Enfin, Griezmann enchaîne, Lookman ajoute le 3e et Julian Alvarez plante le 4e juste avant la pause. 4 buts avant la mi-temps dans une demi-finale de Copa del Rey. Ça raconte une histoire de tempête. Hein. L'Atlético a transformé le match en combat, a gagné ses duels, a été tueur dans les transitions. Et le Barça n'a jamais réussi à retrouver de la sérénité à ce niveau-là. À ce niveau, quand tu perds le contrôle émotionnel, tu perds le match.
Et lundi 16 février, en Liga, Gérone, Barcelone 2-1. Là encore, tout est dans les tournants clés. Barcelone a l'occasion d'ouvrir le score juste avant la pause. Penalty après une faute sur Dani Olmo et Lamine Yamal frappe sur le poteau. Sur le poteau, Lamine, pas toi. Psychologiquement, ça pèse énorme. Tu rentres au vestiaire en te disant on devait mener. Mais bref. En seconde mi-temps, le Barça ouvre quand même le score par Pau Cubarsí. Et tu te dis voilà, cette fois c'est parti, ils vont gérer. La machine est lancée. Mais Girone, c'était sans compter que Girone réponde immédiatement par Lemar, Thomas. Et le match redevient une bataille.